Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mardi 28 avril 2026, la librairie Ombre Blanche accueillait Esther Demoulin, docteure de Sorbonne Université et autrice d'une thèse intitulée « Écrire côte à côte, Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, un couple littéraire », lors d'une rencontre autour de la parution du Deuxième sexe de Simone de Beauvoir dans la bibliothèque de la Pléiade à l'occasion des 40 ans de sa disparition et dont Esther Demoulin a rédigé la préface. Elle était en dialogue avec Marine Rouche, historienne contemporanéiste à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, spécialiste du genre et du féminisme. Bonne écoute. Merci à tout le monde d'être là ce soir pour discuter de Simone de Beauvoir à l'occasion justement du 40e anniversaire de sa mort, on en reparlera. Je vais présenter Esther Demoulin, qui est maîtresse de conférence à l'université Paris-Cité, qui a fait sa thèse sur le couple Sartre-Beauvoir dans une perspective génétique, et qui a donc publié sa thèse justement en 2024 aux éditions Les Impressions Nouvelles, qui s'intitule Beauvoir et Sartre, écrire côte à côte. Elle travaille aujourd'hui à une socio-histoire du couple littéraire de la fin du 19e à nos jours. Elle a d'ailleurs organisé un très beau colloque l'année dernière sur le sujet. Et puis elle a participé plus récemment avec Sylvie Lebon de Beauvoir à l'édition critique du Deuxième sexe en Pléiade et à l'édition d'une anthologie des textes féministes de Beauvoir, et donc tous deux parus à l'occasion du 40e anniversaire de la mort de Simone de Beauvoir, le 14 avril dernier. Alors, pour commencer la rencontre, on va commencer par quelque chose de très simple. Est-ce que tu peux nous rappeler la genèse d'écriture et du projet du Deuxième sexe, pour qu'on rentre un petit peu dans le texte par ses origines ? Oui, alors déjà merci beaucoup d'être là. Le Deuxième sexe, c'est une question aussi qui est proche de celle de la naissance du féminisme chez Beauvoir, mais qui n'est pas tout à fait équivalente. Disons que moi, une des citations que j'aime bien pour essayer de planter un peu le décor, c'est une citation du journal de guerre. C'est un moment donc où Beauvoir a le besoin d'écrire au moment de la mobilisation de Sartre, et en 39, elle cite donc dans son journal qu'elle veut donc explorer en fait la manière dont elle appartient ou non à son propre sexe, et elle dit donc ce serait à définir, et aussi en général ce que je demande à ma vie, à ma pensée, et comment je me situe dans le monde. Et ça, c'est une question qui est évidemment essentielle parce que c'est le début de la guerre, donc c'est un moment aussi qui est marqué par une très forte homosocialité. Beauvoir se retrouve un petit peu entre femmes, séparée en fait aussi de toute cette sociabilité très masculine. Et puis c'est aussi un moment où elle va s'interroger sur ce que c'est que la judéité. Il y a une citation que je rappelle aussi qui est donc Olga Kozakiewicz, qui était une de ses étudiantes, qui lui pose la question au milieu des années 30. Elle lui demande ce que ça signifie d'être juif. Et c'est le moment où elle va commencer à essayer de réfléchir à cette question, d'abord de manière très abstraite, puisqu'elle va répondre ça ne signifie rien, les juifs ça n'existe pas et il n'y a que des hommes, qu'elle va évidemment se reprocher par après. Elle déplorera en fait cette pensée qui est très abstraite, mais grosso modo c'est la même question qu'elle se pose sur la question de la féminité. Qu'est-ce que c'est qu'en fait qu'être une femme? Et au milieu des années 30, elle aurait sans doute répondu de cette manière-là, en disant en fait les femmes ça n'existe pas, il n'y a que des êtres humains. Et donc dans les années 30 et au début des années 40, elle essaye en fait de penser le lien entre universel et singulier. Elle essaye de faire dialoguer des pensées plutôt philosophiques liées à l'universel, à savoir la pensée de Marx, la pensée de Hegel, et puis des pensées qui sont plus tournées vers la question de l'individu, du singulier, en gros Kierkegaard et Heidegger. Et donc c'est vraiment un moment où elle essaye de concilier ces pensées-là. Et je pense que c'est important de s'en rendre compte parce que la question de la féminité, la question de ce que c'est que d'être une femme, c'est quelque chose qu'elle va penser de cette manière-là aussi. Donc en lien entre comment est-ce qu'on peut penser le fait d'être une femme et en même temps d'être un être humain. Donc ça, c'est en gros fin des années 30, début des années 40. Mais elle commence véritablement à écrire, en tout cas à commencer à lire pour le Deuxième sexe en 46, plutôt à la fin de l'année 46. Et c'est un moment où elle va en fait plutôt vouloir écrire sur elle-même. Et c'est aussi important, c'est qu'en 39, dans son journal, c'est plutôt une écriture introspective. En 46, c'est de nouveau ça qui guide sa réflexion, c'est de se dire en fait j'ai envie d'écrire sur moi, mais je ne peux pas écrire sur moi tant que je me suis pas posé la question de qu'est-ce que ça signifie pour moi d'être une femme. Et donc, en 1946, elle va reporter ce projet autobiographique qui va naître en 1958 avec les Mémoires de jeune fille rangée, pour d'abord écrire ce livre, alors qui, au départ,
devait pas prendre du tout ces dimensions-là. Au départ, elle se pose surtout la question des mythes féminins, et de la question de l'histoire. Et c'est aussi une grande difficulté, c'est est-ce qu'on parle d'abord des mythes ou de l'histoire des femmes ? Est-ce qu'on parle des faits ou bien est-ce qu'on parle des mythes ? Bon, elle choisira plutôt de parler des faits avant de parler des mythes, hein, c'est un peu la structure du premier volume, mais elle part vraiment de là. Et là, on est à la fin de l'année 46, on peut se dire qu'elle a quand même sans doute déjà écrit quelque chose, puisque en 47, elle écrit à son amant américain Nelson Algren qu'elle a relu ce qu'elle avait écrit 6 mois plus tôt. Donc fin de l'année 46, on sait qu'elle a commencé à écrire des choses sur les mythes et l'histoire des femmes. Mais en 47, c'est le moment où elle part aux États-Unis, donc elle va effectuer 3 séjours aux États-Unis. Et là, c'est un moment où à la fois ce séjour aux États-Unis va nourrir sa réflexion sur son essai, et en même temps, c'est aussi le moment où elle se dit en fait, je peux plus écrire sur les femmes, il faut que j'écrive sur les États-Unis. Donc elle met en suspens son projet, mais c'est un moment qui est important déjà parce qu'elle va creuser cette analogie entre la question de la race et la question du sexe, pour le dire très très vite. C'est le moment où elle va lire Myrdal, que lui avait conseillé Richard White, et où elle va en gros se rendre compte qu'effectivement le problème du racisme, c'est un problème de blanc, tout comme le problème du sexisme, alors qu'on ne parle pas encore de sexisme à cette époque-là, mais en tout cas, c'est l'idée, c'est le problème des hommes. Donc il y a toute une série d'analogies qui se mettent en place et qu'on peut évidemment critiquer, puisque qui dit analogie dit absence de croisement, et donc absence de pensée intersectionnelle. Mais donc ce séjour aux États-Unis, il est quand même crucial dans la construction et dans la pensée du deuxième sexe, qu'elle va reprendre en fait en 48, au tout début de l'année 48, quand elle revient. Et là, elle peut vraiment se replonger dans l'écriture de l'essai. Et elle va le faire en reprenant d'abord ce qu'elle avait déjà fait, savoir vraiment la question des mythes, la question de l'histoire. Grosso modo, le premier volume qu'elle va développer, d'abord parce que, a priori, c'est Sartre qui lui dit il faudrait creuser la question de la biologie. Donc là, elle ajoute des dimensions, ce par quoi le livre commence. Et puis, elle enchaîne sur la psychanalyse. Et puis, elle enchaîne aussi sur la littérature. Donc ça, c'est vraiment la jeunesse qu'on peut retracer à partir des lettres à Nelson Algren, avec aussi cette difficulté que, comme elle parle à son amant américain et qu'elle lui fait le récit de cette genèse, elle élude aussi tout ce qu'elle considère ne pas être intéressant pour Nelson Algren. Donc il y a aussi tout un tas de points aveugles. Par exemple, sur les études littéraires, elle va beaucoup parler de l'étude sur D.H. Lawrence, mais pas de l'étude sur Stendhal, parce que sans doute ça intéressait moins Nelson Algren. Et donc voilà, c'est un livre qui commence à devenir un petit peu débordant, et elle insiste beaucoup sur le fait qu'elle est elle-même débordée par ce projet qui ne devait pas du tout ressembler à ça au départ. Et puis il y a la question du deuxième volume, donc sur l'expérience vécue des femmes, et là c'est assez difficile de savoir quand elle l'a véritablement écrit. Ce qui est sûr, c'est qu'en 47, il y a déjà des pages qui sont écrites, puisque en 47, quand elle se retrouve aux États-Unis, elle part sans argent, donc elle n'est pas du tout financée, et donc elle va vendre en fait une série d'articles à des journaux américains, dont un article pour Vogue, qui en gros a une sorte de premier avant-texte de la fin du deuxième volume, donc sur la femme indépendante, sur la figure de l'écrivaine, de l'artiste de manière générale. Donc on sait qu'il y a quand même aussi cette ambition de penser l'expérience vécue des femmes, et donc quand même, je pense, dès l'année 47, c'est sûr qu'elle avait cette ambition-là. Alors, quand est-ce qu'elle a vraiment écrit ces pages, c'est plus difficile à dire. Mais voilà, c'est en tout cas cette genèse qui prend forme et qui va donc être publiée, des extraits déjà en 48 pour le premier volume et puis en 49. Et justement, tu nous parles donc des 2 volumes. Alors, c'est vrai qu'il y a eu les prépublications pour chacun des 2 volumes. Donc, 2 volumes en 49. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix de publier le deuxième sexe en Pléiade en un seul volume ? Parce que c'est un choix qui n'est pas que matériel, qui est aussi scientifique et philosophique. Oui, c'est vrai que quand je me suis un peu intéressée aussi aux différentes publications du deuxième sexe, je me suis rendu compte qu'en 85, il y avait déjà eu une édition en un seul volume chez France Loisirs, qui avait été préfacée par Benoît de Groot. Mais à part ça, voilà, il n'y avait pas eu de publication en un seul volume. Il y avait eu plutôt des publications en 2 volumes où les parties changeaient un petit peu pour tel, par exemple, parce qu'il fallait que les 2 volumes fassent exactement le même nombre de pages. Le texte avait plutôt été détricoté. Et je pense que ça a un peu guidé aussi ma réflexion pour l'introduction. C'était de me poser la question, qu'est-ce que ça fait en fait d'avoir un seul livre dans les mains ? Comment est-ce que ça change aussi notre lecture de l'essai ? Aussi parce que, de manière générale, les 2 volumes n'ont pas forcément été étudiés par les mêmes personnes. Alors pour le dire de manière très schématique, parce que évidemment qu'il y a des grandes chercheuses et des chercheurs qui ont travaillé sur les 2 volumes, mais pour le dire très très vite, les faits et les mythes ont plutôt été étudiés
avec la philosophie analytique, pour le dire très vite, et puis les phénoménologues qui sont plutôt intéressés à l'expérience vécue. Ce qui fait que parfois, disons que les croisements ou les intersections entre le premier volume et le deuxième volume ne sont pas tout à fait faits, ou en tout cas n'ont pas été toujours approfondis. En tout cas, c'était ça qui moi m'intéressait, justement avec cette idée qu'il y a eu un livre important dans la construction, à mon sens, du deuxième sexe. C'est un livre d'un sociologue américain qui s'appelle John Dollard, qui écrit un livre qui s'appelle Caste and Class in a Southern Town. Donc en gros, il veut écrire sur la vie des Noirs dans une petite ville du sud des États-Unis. Il se rend assez vite compte, alors que lui, c'était un sociologue et qui voulait plutôt travailler sur les biographies et les récits biographiques des habitants noirs de cette petite ville, qu'il ne peut pas le faire sans s'intéresser en fait à la ville et à la vie des Blancs et aux structures de pouvoir, etc. Et donc, il va proposer un livre en 2 volumes, en fait, en 2 parties. Une partie plus sur les récits biographiques et puis une partie plutôt d'histoire de cette ville. Voilà. Et Beauvoir dit dans ses lettres qu'elle a lu ce livre, c'est un livre qui date de 1937, elle le lit au moment où elle est aux États-Unis. Et c'est un livre qui l'a beaucoup marqué pour sa méthode. Et je pense que c'est ça, en fait, aussi qui intéressait Beauvoir, c'était de penser qu'on a d'une part, en gros, les structures sociales qui pèsent effectivement sur les individus. Donc c'est, en gros, le premier tome. Et elle montre, dans le 2e volume, à quel point l'expérience vécue des individus réagit et dialogue avec ces structures sociales, mais inversement, elle montre aussi comment les structures sociales, elles interagissent en fait avec les vies individuelles, et c'était ça qui moi m'intéressait, c'était plutôt d'essayer de dire en fait on a un ouvrage qui est profondément organique, qu'on peut même qualifier dans sa structure de dialectique, parce qu'il y a un aller-retour en fait entre le premier volume et le deuxième, chose qu'on a beaucoup étudiée pour la vieillesse, donc cet essai de 70, qui justement, je pense qu'on avait plutôt étudié cette structure dialectique parce que c'était un livre qui était en un seul volume, là où on l'avait peut-être moins fait pour le deuxième sexe, en raison justement de cette publication en 2 volumes. La question de la matérialité, elle est intéressante sur l'influence sur la lecture et la façon dont en tant que lecteur, lectrice ordinaire, on s'approprie ce texte. Et en t'écoutant, là, je suis en train de penser qu'effectivement, dans les lettres qu'elle a reçues de la part de ses lectrices, il y a beaucoup plus de lettres qui s'approprient le 2e volume, c'est-à-dire l'expérience vécue, parce qu'elles arrivent à se reconnaître, à produire des résonances avec le contenu du texte. Donc c'est intéressant, c'est une piste à creuser de ce point de vue-là. Là, je propose de revenir peut-être sur l'introduction du deuxième sexe. C'est parce que c'est un texte qui questionne aussi ce que ça signifie d'un point de vue épistémologique, d'écrire sur les femmes en première personne, en tant que femme, pour le cas de Simone de Beauvoir. Tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, elle l'écrit dans l'introduction, elle dit « Si je veux parler des femmes, je dois d'abord dire une vérité, c'est « je suis une femme ». C'est ce qu'elle dit. Et ça, il y a des chercheuses notamment anglophones qui l'ont étudié, je pense à Toril Moy, Nancy Bauer, mais il y a aussi Geneviève Fraisse, qui est une philosophe française. Elle déplace aussi le cogito cartésien en disant plutôt « je suis une femme » et depuis cette situation-là, je pense. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, c'est vrai que c'est un passage qui a très bien été étudié par Nancy Bauer aussi, et puis par Manon Garcia qui l'a un petit peu suivi. C'est vrai que, alors, on parlait de la jeunesse tout à l'heure, avec justement cette idée que Beauvoir a envie d'écrire sur elle-même, et pour écrire sur elle-même, il faut qu'elle s'interroge sur ce que ça fait et sur ce que ça signifie d'être une femme. Et donc, il y a ce lien en fait très fort entre le fait de dire « je » et le fait de réfléchir à ce qu'est être une femme, et inversement. Et donc, dans l'introduction, qui est un texte d'ailleurs qui constitue peut-être les pages les plus connues du deuxième sexe, c'est vraiment un texte qui a beaucoup été commenté. Et il y a donc cette question, qu'est-ce que c'est qu'être une femme ? Et elle répond, je suis une femme. Et ça, c'est très fort parce que déjà, ça n'a pas été tellement fait. Et puis, en fait, ça va la conduire à proposer des réflexions méthodologiques, puisqu'elle dit bien que jamais un homme se serait posé cette question-là. En fait, un homme qui veut écrire sur lui-même, il ne va pas commencer par une réflexion sur ce que c'est qu'être un homme et sur la masculinité. Et elle le fait, et elle interroge en fait aussi pourquoi elle le fait. Et ce qui est aussi très fort quand elle dit « je suis une femme », c'est qu'elle justifie en fait pourquoi ce point de vue est selon elle le meilleur point de vue pour étudier la question. Puisqu'elle dit en fait c'est quoi le meilleur point de vue pour écrire ce texte ? Elle dit en fait ça pourrait être un homme féministe, puisqu'il y en a, et elle cite elle cite Poulain de la Barre, qui est notamment un texte qu'elle a quand même un peu déterré des archives de la Bibliothèque nationale de France. Et c'est vraiment Guillaume Louet qui a fait l'index, qui l'a montré. En fait, avant elle, on parlait pas tellement de Poulain de la Barre, qui dit qu'un homme, il est juge et partie. Et donc, un homme,
c'est pas le point de vue privilégié pour écrire sur la condition des femmes, ce qui peut sembler un peu évident, et en même temps pas tant. Et je pense que quelque chose qui est très fort aussi dans l'introduction, c'est qu'elle insiste beaucoup sur les intérêts. C'est-à-dire que les hommes, ils ont des intérêts à ce que la domination perdure, ce qui est une pensée très politique. On pourra en reparler. Donc, il vaut mieux que ce soit une femme, non seulement parce qu'elle a justement intérêt à ce que les choses changent, mais aussi parce qu'elle a l'expérience et le vécu d'une femme. Et donc, il y a déjà un petit peu cette dimension épistémologique-là qu'elle va continuer à développer plutôt dans les années 70, mais qui apparaît déjà à ce moment-là. Et ce que je trouve aussi fort dans l'introduction, c'est qu'à la fois, elle va refuser de se situer par-delà son sexe, ça c'est aussi une expression qu'elle utilise, parce que le faire, ce serait tomber dans une forme de mauvaise foi. Donc elle dit, voilà, il faut commencer par là, dire, moi je suis une femme. Mais cette situation-là, elle refuse en fait de considérer que ça va forcément rendre son ouvrage moins objectif. Et ça, on est déjà quand même dans des pensées qui sont proches de ce qui va devenir les points de vue situés, parce qu'elle dit, certes, c'est pas neutre, mais c'est pas parce que c'est pas neutre que c'est pas forcément objectif. Et au contraire, il va y avoir une sorte de gain, en fait, épistémologique à commencer par là. Elle commence par dire « je », c'est vrai. Tu parles aussi d'un ouvrage polymorphe. On ne sait pas trop si c'est un texte littéraire, si c'est un texte philosophique, si c'est un texte sociologique, anthropologique, tout ça à la fois. Il y a des chercheuses aussi comme Emma McNichol, qui est une chercheuse philosophe australienne qui parle d'un ouvrage polyphonique. Elle a écrit une thèse sur les voix, the voices du deuxième sexe, qui est assez intéressant à ce niveau-là. Alors, la question que je poserais, ce serait, est-ce que en fait, tu peux nous parler justement de cette nature polyphonique et polymorphe ? Qu'est-ce qui est en jeu, là ? C'est-à-dire dans l'effacement progressif du jeu, J.E. de Beauvoir, et puis dans cette façon qu'elle a d'aller puiser des expériences singulières, subjectives, dans diverses formes écrites et même orales. Oui, par exemple, quelque chose d'assez probant pour justement parler de ce caractère polymorphe du texte, c'est au moment où le texte doit être traduit, ou en tout cas, il y a un éditeur qui commence à s'intéresser à la traduction en anglais, et c'est Judith Coffin qui a retrouvé ses archives, qui a montré qu'en fait, l'éditeur avait établi une sorte de liste de toutes les personnes à qui il pouvait demander non pas de traduire, mais de faire une sorte de compte-rendu de l'ouvrage pour voir un peu la validité et puis le type de public. Et en fait, pour faire ce compte-rendu du deuxième sexe, ils ont proposé des historiens, des noms de psychanalystes, des noms de philosophes. En fait, ils ne savaient pas du tout à qui confier cet ouvrage pour en faire un compte-rendu. Bon, finalement, c'est Hannah Arendt qui va faire le compte-rendu, donc ils ont plutôt penché pour la philosophie, ce qui était plutôt une bonne option. Et Hannah Arendt fait un commentaire qui est assez négatif, en tout cas dans l'usage des matériaux, justement de cette hybridité générique du texte, puisqu'elle dit... avoir utilisé comme matériau des récits de confidences intimes, ça abaisse le débat, alors que Beauvoir n'utilise pas, par exemple, les plus beaux romans, les plus grands romans de la littérature française qui parlent notamment des histoires d'amour entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est assez particulier, et c'est une des forces aussi, et une des originalités du deuxième sexe, c'est d'avoir un peu devancé aussi ce geste qui sera celui des cultural studies, vouloir mélanger, en fait, à la fois des classiques de la littérature et puis effectivement des confidences qu'elle a en gros récupérées aux États-Unis, mais aussi autour de ses amis. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est important aussi à souligner, c'est que quand Beauvoir commence à réfléchir à l'action des femmes, disons en 46, mais évidemment sans doute avant, c'est un mode de sociabilité qui est très différent de celui qu'elle avait avant. Dans les années 30, les femmes que Beauvoir côtoie, ce sont ses collègues, ses professeurs de philosophie, ses Colette Audry, pour citer la plus connue. Donc en fait, ça va aussi un petit peu lui cacher cette vérité des inégalités entre les hommes et les femmes. Ce qui se passe entre 43 et 46, c'est qu'il y a un changement en fait, très fort des sociabilités de Beauvoir. C'est le moment où, par Sartre, elle commence à être introduite plutôt dans les milieux intellectuels et artistiques de l'époque. Et elle rencontre un Picasso, elle rencontre Boris Vian, elle rencontre Alberto Giacometti et leurs épouses et leurs compagnes. Et leurs compagnes, ce ne sont pas des intellectuels comme Beauvoir. Ça va être frappant, en fait, pour Beauvoir de se rendre compte que la majorité des cas, c'est plutôt cela. Et un des cas dont on sait qu'il va être une sorte de matériau un peu dans le deuxième sexe, c'est le cas de l'épouse de Giacometti, qui s'appelait Annette, et qui était complètement maltraitée en fait, par Giacometti, et qui va beaucoup lui parler en fait, de ses conditions matérielles de vie. Qu'est-ce que c'est en fait, que d'être la femme d'un sculpteur extrêmement connu, de vivre dans une sorte de taudis, d'un homme qui ne s'intéresse pas du tout à vivre dans un endroit qui soit agréable à vivre, et elle subit ça à ses côtés.
Donc il y a à la fois ces confidences, alors je pense qu'il ne faut pas non plus en faire un des matériaux principaux du deuxième sexe. C'est très visible dans le deuxième volume, qui va dialoguer avec des livres de philosophie, mais aussi des ouvrages littéraires, alors beaucoup écrits par les femmes. Et ça aussi, c'est quelque chose d'assez nouveau, de s'intéresser à l'expérience vécue des femmes par ce qu'elles ont écrit dans plutôt leurs récits autobiographiques, surtout, leurs journaux, leurs autobiographies. Il y a une sorte de bibliothèque aussi féminine dans le deuxième volume, et puis aussi des rapports cliniques. Donc il y a une sorte de diversité qui va en fait complètement déconcerter aussi la critique. Et une des choses qui va très souvent revenir pour disqualifier le deuxième sexe, c'est justement ce mélange entre des réflexions sur la sexualité des femmes et puis un vocabulaire qui est le vocabulaire de la philosophie. Et ça, c'est bizarre, quoi. Et je pense que c'est Maurice Nadeau, qui est plutôt un défenseur de l'essai, mais qui est complètement déconcerté par ça. Et il y a beaucoup cette idée que ce qui est qualifié de jargon existentialiste est plutôt utilisé comme une sorte de vernis, en fait, pour enrober ce qui intéresserait vraiment Beauvoir, à savoir des histoires de cul. Alors que c'est pas du tout ça qu'elle fait, et elle fait quelque chose de très nouveau. Mais je pense aussi que ce matériau qui est très hétéroclite, c'est lié au fait que Beauvoir, elle bricole, en fait. Il n'y a pas de modèle avec lequel elle peut dialoguer ou se comparer. Alors oui, il y a des textes comme John Dollard qui, à mon sens, est important, mais voilà, elle va fouiner, chercher un peu partout. D'où le scandale de 49, effectivement. En plus, on est dans le contexte assez particulier de lendemain de Deuxième Guerre mondiale, début de la guerre froide, qui s'installe avec cette bipolarisation-là du monde intellectuel aussi. Et c'est intéressant de voir qu'effectivement, il y a ce langage de honte-là qui vient structurer les réactions des intellectuels français et françaises au moment de la publication du Deuxième sexe. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce que tu disais tout à l'heure, cette interdisciplinarité-là, qui mène Michel Perrault en 2008 ou 2009 à dire que Beauvoir, et je cite, ce serait la mère de la conception moderne du genre. Alors qu'on ne parle pas de genre avant les années 90, mais ça montre bien quand même cette réception du deuxième sexe. Alors justement, le deuxième sexe, pourquoi l'éditer maintenant dans la collection de la Pléiade ? Pourquoi lire le deuxième sexe en Pléiade et pas le folio habituel qui circule ? Déjà, en raison de cette dimension organique qui est assez inédite, le fait de le tenir dans un seul volume, c'est quelque chose d'assez frappant. Et puis le fait de pouvoir passer en fait directement de la fin du premier volume au début du second en une page, en fait, c'est une expérience de lecture qui est assez nouvelle. Bon, ça vaut peut-être pas les 68 €, ça, donc je vais vous donner d'autres arguments. Alors, c'est aussi actuellement la meilleure édition du texte. Bon, on sait que Beauvoir avait une écriture de cochon. On sait qu'elle relisait très mal ses épreuves parce que c'est quelque chose qui ne l'intéressait pas du tout. On sait qu'elle détestait se relire, qu'elle aimait bien le premier jet de l'écriture, mais après, tout ce qui consistait à corriger, c'est pas quelque chose qui l'intéressait. Et particulièrement le deuxième sexe, c'est des épreuves qui ont été très mal relues parce que c'est le moment où on sait qu'elle a cravaché la fin du deuxième volume pour terminer avant que Nelson Algren arrive. Et donc, voilà, elle n'a pas... Priorité. Voilà, les priorités n'étaient pas celles qu'on aurait pu penser. Donc les épreuves ont été assez mal relues. Et puis, en fait, justement, la dactylographe qui s'appelle Berthe Mondino, qui était une des rares personnes qui arrivait très bien à lire son écriture, a malgré tout commis certaines erreurs dans la lecture qui n'ont pas été corrigées par Beauvoir, qui ont pu être corrigées en fait, au fil des éditions. Mais il en restait en fait toujours. Donc c'était soit des corrections plutôt des coquilles, ça c'est pas forcément le plus intéressant, mais il y avait aussi des choses qui paraissent un peu bizarres dans la lecture et qui ont pu être corrigées par Sylvie Lebon, donc la fille adoptive de Beauvoir, qui a pu à certains moments revenir au manuscrit et puis proposer donc ce qui est aujourd'hui sans doute l'édition la plus à jour et la plus précise en fait du texte en tant que tel. Par ailleurs, il y a un certain nombre d'inédits. Alors qui ont été un peu choisis aussi en fonction de cette édition-ci dont on reparlera tout à l'heure. Voilà, un texte de 47 qui fait partie de ces avant-textes du moment où Beauvoir était aux États-Unis et où elle a écrit un certain nombre d'articles pour recevoir du sou. Mais ça, c'est un de ces articles, Femme de lettres, qui est intéressant parce que en fait, il annonce les pages sur les femmes écrivaines de la fin du deuxième volume. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est qu'elle cite beaucoup plus ses contemporaines dans cet article-là que dans le deuxième sexe. Ce qu'on lui a reproché, en fait, de ne pas assez citer. Et moi, je fais un peu l'hypothèse, et c'est ça qui est intéressant quand on travaille sur les textes qui viennent d'avant, c'est un peu de se dire, pourquoi elle a changé ça
et mon hypothèse, mais c'est peut-être pas ça, mais c'est que justement, puisqu'elle dresse quand même un portrait assez catastrophiste de la femme auteure, et avec cette idée, elles n'ont pas cette folie dans le talent qui s'appelle le génie ou un truc comme ça. Elle tient des propos assez durs, et je pense que donner autant de contre-exemples et citer autant de ses contemporaines femmes de talent, c'était aussi une sorte d'argument un peu en sa défaveur, et je pense qu'elle a dû aussi se rendre compte que d'un point de vue argumentatif, il fallait en enlever. C'est peut-être une excuse, je sais pas. On a aussi retrouvé un manuscrit qui est le manuscrit d'Hopkins, un manuscrit qui est situé à Washington et qui n'avait pas encore été étudié. Et on a pu retranscrire, alors vraiment en dernière minute, mais l'introduction du manuscrit, donc, qui est sans doute la première version de l'introduction du deuxième sexe. Un autre texte que je trouve intéressant, c'est le premier avant-texte des temps modernes. Donc on sait qu'elle avait choisi un certain nombre de textes du premier volume et du second volume. Alors on a beaucoup plus parlé des avant-textes du second volume parce que c'est eux qui vont faire le scandale, alors que les avant-textes du premier volume et puis la publication du premier volume avaient plutôt été un peu passés sous les radars. Mais en fait, le premier avant-texte du premier volume, donc sur les mythes, c'est un texte qui va beaucoup être corrigé par Beauvoir, alors que les autres sont pas très intéressants parce que grosso modo, ça ressemble au texte. Là, c'est vraiment un texte où elle pense beaucoup plus avec la question du droit, qu'elle va en fait progressivement supprimer. En tout cas, elle va se rendre compte que les droits des femmes sont souvent en contradiction avec la question des mœurs. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la partie histoire, à savoir que plus les femmes ont des droits, moins elles ont de liberté dans la cité et inversement. Elle prend conscience de ce qui va être le backlash. Mais alors évidemment, elle parle pas de backlash, elle n'utilise pas ce terme, mais en gros, il y a une réflexion en fait sur la question du backlash. Et ça, on le voit assez bien donc dans La femme et les mythes, où la question du droit est beaucoup plus importante. Et puis ça va être effacé progressivement. Et puis, sans doute aussi le plus important, c'est qu'il y a un index qui a été fait par Guillaume Louet, qui a fait un travail incroyable pour identifier les citations. Donc, c'est un travail de philologue très précis et qui n'existait pas auparavant. Très précieux quand on fait de la recherche sur le deuxième sexe. Alors, je voudrais continuer sur la question de la Pléiade, parce que c'est pas une évidence, en fait, que de publier le deuxième sexe ou n'importe quelle œuvre de Beauvoir dans la Pléiade. On a déjà les mémoires, d'ailleurs, qui sont parus en 2018, je crois. Pourquoi ? Parce que Beauvoir, elle est consciente que ses livres sont chers. Tu as parlé du prix de la Pléiade, 68 €. Le deuxième livre, l'anthologie, est aussi assez cher, je crois 27 ou 28 €. Je vais venir à mon point. Elle était consciente d'avoir des privilèges. Elle le dit dans un très bel épilogue, celui de La force des choses, quand elle dit « Économiquement, je suis une privilégiée. Qui achète mes livres ? Les bourgeois ». Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Si on se réfère aux lettres qu'elle a reçues de la part de ses lecteurs et lectrices ordinaires, il y a beaucoup plus de diversité que ça, mais en tout cas, elle est bien consciente de ces privilèges-là. Il y a aussi énormément de lecteurs et lectrices qui lui écrivent et qui lui reprochent le prix de ses livres, notamment au moment de la vieillesse. Je pense à une lettre en particulier écrite par un couple qui a envie de lire La vieillesse, mais qui lui écrit en disant nous, on ne peut pas se le procurer, c'est trop cher. Et La vieillesse est publiée, comme Le deuxième sexe en 49, dans la collection blanche de Gallimard, qui est une collection prestigieuse et assez chère. Et donc ce couple-là lui dit, en fait, il y a une incohérence entre votre positionnement politique et la publication de ces textes-là dans la collection blanche, chère, pour des personnes à revenus modestes. Et alors moi, je voudrais qu'on parle un petit peu du processus de monumentalisation, d'iconisation, et qui fait partie de cette question de l'institutionnalisation, qui est au centre de la publication des textes en Pléiade. Elle dit aussi dans ses mémoires qu'elle ne veut pas être transformée en statue, mais elle a quand même œuvré, et notamment dans Le secret de la correspondance, à une reconnaissance et une légitimation de son œuvre, notamment en encourageant et en soutenant les personnes qui voulaient travailler sur elle, faire des thèses notamment, ou des mémoires, ou publier sur elle, ou faire des entretiens, etc. Donc en fait, il y a une tension là qui se pose en tant que féministe et que je trouve très intéressante pour nous, c'est qu'il y a cette lutte d'un côté pour la reconnaissance et la légitimation qui passe par la visibilité dans un système capitaliste et aujourd'hui plus néolibéral, c'est-à-dire en fait on utilise les outils du maître, pour reprendre Audre Lorde. Donc il y a cette lutte-là, et puis d'un autre côté, il y a ce risque-là de monumentalisation, d'iconisation qui vient produire des figures d'autorité et donc reproduire des logiques hégémoniques qui peuvent sembler contraires à une certaine éthique féministe. Alors ma question c'est, ces tensions, elles sont là. Est-ce que ce sont des tensions que vous avez, que tu et puis toute l'équipe autour, que vous avez identifiées ? Et si oui, comment on fait pour en fait gérer ces tensions-là ? Comment ça se pose en fait dans le processus éditorial, mais aussi de valorisation du texte ? Oui, c'est vrai que c'est une question qui est difficile.
Beauvoir, tu le disais, elle en était consciente. Enfin, dans les années 70, elle a vraiment cette hantise d'être ce qu'elle appelle une femme alibi, qui est une expression qui revient très souvent dans les années 70, c'est-à-dire une sorte de femme exceptionnelle qui viendrait, par son caractère d'exceptionnalité, légitimer l'inégalité. Elle est vraiment attentive à ça, et comment est-ce qu'elle va gérer ça ? C'est plutôt d'utiliser en fait sa célébrité, d'utiliser ses privilèges dont tu parlais, le fait d'être une bourgeoise, le fait d'être blanche, le fait de ne pas avoir de problème d'argent, pour défendre les personnes qui n'ont pas d'argent, les personnes. Donc ça, elle va beaucoup en fait avoir conscience de ce privilège-là et l'utiliser pour pouvoir plutôt le partager. Je pense qu'il y a vraiment cette idée du partage de privilèges. Ce qui pose aussi question, c'est justement, oui, que les études féministes, elles sont plutôt méfiées de cette question de la pionnière, qui est plutôt justement une sorte de figure qui est un peu mise en avant par des institutions plutôt néolibérales pour dire que, c'est le pinkwashing, dire que il y a quelque chose qui est en train de changer. Donc c'est aussi comment est-ce qu'on fait en fait par rapport à ça. Ça a été en fait assez visible au moment de la parution de la Pléiade. Quasi tous les articles commencent par mais comment ça, c'était pas déjà dans la Pléiade. C'était plutôt une surprise que c'était pas déjà arrivé. Mais en fait, ça c'est assez représentatif de la place de Beauvoir en fait aujourd'hui, à savoir que elle est hyper connue, donc oui, on s'attend en fait à ce que le livre soit déjà dans la Pléiade, et en même temps, on n'est pas non plus sûr qu'il y soit déjà. Alors, soit parce qu'on lit plus les Pléiades, donc ça, ce serait une option, mais que je vais plutôt mettre de côté, soit parce que en fait, on la lit plus trop, ou en fait, on pense qu'on l'a déjà lu parce qu'on a déjà lu On ne naît pas femme, on le devient, parce que forcément, comme elle a fondé cette discipline qui est la philosophie féministe, et qu'elle a de multiples ramifications qui sont toujours en dialogue avec Beauvoir, on a l'impression, quand on lit quelqu'un d'autre, quand on lit Bellux qui critique Beauvoir, on a l'impression qu'on a lu Beauvoir en lisant Bellux. Donc en fait, ça passe aussi par toute une série de canaux, et je pense que malgré tout, l'idée de republier le texte aujourd'hui et d'inviter en fait surtout à revenir au texte, ça a quand même un intérêt. Et moi, je trouve ça super que des gens qui peuvent mettre 68 € dans un livre, ils le lisent, qu'ils découvrent aussi cette pensée-là. Effectivement, je suis assez d'accord. Il y a plein de tensions qu'il faut poser et puis qu'il faut essayer d'interroger. Et je pense aussi que c'était l'ambition, en fait, au départ de ce livre-ci. Donc, une fois que les femmes ont ouvert les yeux, écrit les paroles féministes de 47 à 85, c'était plutôt de montrer, en fait, justement, cette pensée plus collective de Beauvoir. Alors, effectivement, la couverture ne donne pas cette impression-là, mais on retombe en fait sur les contraintes plutôt éditoriales et commerciales. La couverture que moi j'aurais beaucoup aimée, c'était celle qui apparaît au début du volume, qui est une réunion féministe à Bruxelles pour la Journée nationale des femmes. On est en 72 et on voit Beauvoir qui est entourée en fait de tout un tas d'hommes et de femmes. Et c'est plutôt d'insister sur la posture aussi de Beauvoir qui fait passer la pratique militante en avant. Enfin, elle va donner la priorité à ce militantisme avec vraiment cette idée assez neuve là aussi que la théorie doit se fonder sur la pratique et pas l'inverse. Et puis c'est aussi un moment où elle va donner la parole, c'est-à-dire être dans une sorte de position d'intervieweuse et pas de personne interviewée, et d'être très attentif à ne pas devenir... alors on parlait de femme alibi, elle utilise aussi le terme de potiche, c'est-à-dire c'est quoi une potiche ? C'est quelqu'un dont on va vouloir avoir le nom, la signature. Dans le fond, on se fiche un peu de ce que cette personne dit en fait ou fait. Et je pense que ça c'est assez visible. On l'a pas repris dans le livre, mais en 85, elle fait une émission de télévision, je pense pour France 2, où on lui demande en fait de faire une énième apparition à la télé. Et elle dit, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire moi, mais je veux bien, mais c'est moi qui interviewe Christine Delphi, Anne Zelensky, Delphine Seyrig, et c'est moi qui pose les questions. Parce que en fait, moi j'ai plus rien à dire, j'écoute en fait. Je trouve ça intéressant, et puis ça permet aussi de parler des autres quand on parle de Beauvoir et de plutôt mettre en avant le collectif. Moi j'aime beaucoup ces tensions-là, parce que l'enjeu c'est de les rendre créatrices du coup, et ce que ça pose comme question c'est pourquoi et est-ce que la visibilité, la légitimation et la reconnaissance doit obligatoirement passer par la visibilité. Et ça je trouve c'est intéressant parce que c'est vraiment prolongé dans les milieux féministes actuels. Je pense notamment à Costanza Spina dans Manifeste pour une démocratie déviante, qui a des propos extrêmement stimulants sur le sujet. Et elle parle des milieux féministes, queer et militants, et plus largement de gauche. Je pense aussi à Vinciane Mandrin sur cette question-là. Je trouve que c'est vraiment passionnant, et c'est vraiment une façon, je trouve, de prolonger justement en étudiant une grande figure, une figure qui a été iconisée en fait, comme Beauvoir. Mais on pourrait faire la même chose avec Woolf. Il y a une chercheuse ici à Toulouse qui s'appelle Adèle Cassignol qui réfléchit à ces mêmes questions. Et je trouve passionnant parce que ça nous aide aussi à nourrir nos pratiques féministes. Donc
Je trouve que c'est une réflexion, en tout cas, qu'il faut rendre créatrice, en tout cas pour la théorie féministe. Et je trouve que ça pose aussi la question de la sororité. La question de la sororité, c'est vrai qu'on a souvent reproché à Beauvoir de mettre en échec tout lien de sororité, donc entre femmes, on lui reprochait sa sévérité aussi longtemps, dans le deuxième sexe, comme parfois dans sa correspondance, peut-être que tu en parleras. En fait, il y a quand même un flou, parce qu'elle peut dire effectivement, par exemple dans le chapitre sur la lesbienne, que le lesbianisme peut être le lieu qui mène avec plus de facilité à une reconnaissance mutuelle et à la création de liens réciproques, en opposition à l'hétérosexualité notamment, mais un peu plus loin, elle va critiquer les femmes parce que elle se crêpe le chignon, pour le dire, et elle le dit comme ça d'ailleurs à un moment donné. Donc c'est un peu flou. Alors sans doute aussi il y a cette question elle décrit ce que le système aussi fait aux relations entre femmes et aux femmes. Donc ce qui se dessine là, c'est aussi l'aspect systémique du phénomène. Mais tout à l'heure, tu parlais des écrivaines qu'elle citait dans un avant-texte et qu'elle ne recite pas dans le deuxième sexe. Ma question, c'est, est-ce que, à ton avis, ça peut représenter, c'est peut-être une autre hypothèse qui pourrait compléter celle que tu proposais tout à l'heure, est-ce que ça peut représenter justement cette mise en tension des possibilités de sororité en contexte hégémonique et de lutte pour la reconnaissance et la légitimation des femmes? Et je dis ça parce que cette question du système-là, il met en concurrence les femmes entre elles. Donc je me demandais s'il n'y avait pas aussi un aspect stratégique pour Beauvoir, qui est quand même dans un champ littéraire ultra masculin, bourgeois, de l'après-guerre, avec cet enjeu quand même d'être reconnue. Elle est reconnue qu'en 1954 avec le prix Goncourt, mais au moment où elle écrit et elle publie Le deuxième sexe, il y a aussi cette question-là, cette recherche de légitimité en philosophie, mais aussi dans les cercles intellectuels. C'est un peu aussi l'hypothèse de Margaret Simons quand elle dit en fait, le deuxième sexe, il ne s'adresse pas du tout aux femmes, il s'adresse à ses contemporains, mais elle veut leur prouver qu'elle peut faire, elle aussi, quelque chose de la sorte. Il y a plein de manières de répondre à cette question. Peut-être, on parlait tout à l'heure du fait que c'était quand même assez particulier de dire, voilà, moi je suis une femme. Et c'est vrai qu'en termes de légitimation, elle aurait tout à fait pu plutôt essayer de se viriliser, en fait, et de cacher le fait qu'elle était une femme, de publier sous pseudonyme. Il y aurait eu plein d'options plutôt pour se viriliser et donc se légitimer dans le champ. Mais elle ne le fait pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'aussi dans cette introduction, à un moment, il y a une petite attaque un peu... en stummeling, comme on dit chez moi, contre une écrivaine qui refuse en fait d'apparaître dans un prix uniquement de romans écrits par des femmes. Donc elle refuse en fait justement d'être assignée à une autrice et pas un auteur. Et Beauvoir en fait se moque de la mauvaise foi de cette autrice qui, pour parvenir à ne pas figurer dans ce jury, va demander à son mari, qui est lui-même un auteur, d'intervenir. Donc et Beauvoir en fait se moque un peu de cette contradiction en fait et de la mauvaise foi à laquelle ça mène. Alors cette autrice c'est très probablement, c'est sans doute Elsa Triolet. Donc voilà, il y a une sorte de petit tacle en fait à une contemporaine et c'est un petit tacle assez particulier, c'est à la fois on est dans la concurrence, mais en même temps c'est une concurrence qui joue sur le fait que elle s'assume en fait comme femme autrice et elle va critiquer le fait qu'une autre femme autrice ne se considère pas comme une femme autrice et ne veut pas en fait s'afficher comme telle. Donc c'est des logiques qui sont, on parlait de tension tout à l'heure, on est vraiment en plein dedans. Vous écoutez Esther de Moulin, préfacière du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, qui vient de paraître dans la bibliothèque de la Pléiade, aux éditions Gallimard, lors d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche, mardi 28 avril 2026. Peut-être que tu peux nous parler de ton analyse de ce que tu appelles le coucou caché. Là, c'est dans ta thèse, sur la posture de Beauvoir justement sur ces questions-là. Oui, c'est vrai que moi, dans mon travail de thèse, je m'étais plus intéressée à la question du couple Sartre-Beauvoir et à cette idée sur laquelle le couple, c'est une sorte de posture qui est assez ambivalente pour les femmes parce qu'à la fois, c'est une voie d'entrée très nette dans le champ littéraire parce que ce sont souvent les maris qui sont déjà dans les milieux éditoriaux, qui ont déjà des entrées dans les revues, etc. Donc, c'est clairement une voie d'entrée et en même temps, c'est une voie de féminisation, en fait, puisqu'elles sont constamment associées à l'homme du couple dans les couples hétéros. Et cette féminisation, elle équivaut nécessairement à une délégitimation. À la fois, on est légitimé, mais on est légitimé jusqu'à seulement une sorte de stade, en fait. Il y a une sorte de plafond de verre, en fait, à ce niveau-là. Et donc, je parlais du coucou caché, donc ce petit jeu qui avait aussi pas mal été utilisé par Winnicott. Et le coucou caché, pour moi, c'est plus de dire...
que du coup, pour essayer de s'en sortir en fait avec ces contradictions, les femmes vont plutôt, à certains moments, jouer la carte du couple et à d'autres moments, jouer la carte plutôt de la célibataire de l'art et là de rejouer en fait une posture qui est très identifiée en fait dans l'histoire littéraire. Alors plutôt pour les hommes et pas tellement pour les femmes. Et je pense que c'est aussi une des nouveautés ou en tout cas une posture assez particulière de la part de Beauvoir, c'est justement de s'opposer à des femmes qui se sont davantage cachées derrière leur époux ou qui ont surjoué la question du mariage. Clairement, Elsa Triolet et Aragon, qui étaient dans une posture beaucoup plus proche du Parti communiste et donc aussi beaucoup plus institutionnelle, quoi. Et donc Beauvoir, oui, elle a plutôt joué la carte du couple en fait pendant très longtemps et ce qui change, c'est plutôt les années 70 et c'est le moment où elle va plutôt prendre ses distances avec Sartre, le critiquer un peu publiquement pour la première fois, considérer qu'il y a des traces de ce qu'elle appelle des traces de phallocratie dans son œuvre, où elle va critiquer aussi son machisme dans le fait de ne pas reconnaître le danger que c'est pour une femme de se balader dans les rues. Et c'est aussi paradoxalement le moment où Sartre va commencer à parler de Beauvoir, là où il n'avait pas du tout parlé d'elle jusqu'à présent dans les médias, dans une forme de rétablissement, un peu de vase communicant, où c'est à ce moment-là où il y a une forme de mise en danger qui n'est pas forcément consciente, mais que Sartre va essayer un petit peu de contrebalancer, de réparer. Peut-être sur cette idée de la sororité, c'est compliqué parce que, on parlait du fait... On a beaucoup dit qu'elle avait été très dure avec ses contemporaines, qu'elle ne les citait pas assez, et en même temps que c'est vrai, quand on lit le deuxième volume, c'est quand même un livre où elle ne cesse de citer des femmes. Alors on peut considérer que c'est des femmes qui sont soit très éloignées géographiquement, soit qui sont déjà décédées. On peut évidemment nuancer tout un tas de choses, mais il faut aussi insister sur le fait que c'est vrai que c'est une œuvre théorique. Beauvoir, à ce moment-là, elle a des convictions féministes, disons, mais elle ne les met pas en pratique. Elle est dans une forme... d'isolement qu'elle va commenter plus tard dans les années 70 où elle dira bien que ça l'intéressait pas de faire des choses en collectif dans les années 40 parce que tous les mouvements de femmes, les associations féminines ou féministes étaient selon elle réformistes et légalistes. C'est pas faux. Sur le coup, à l'époque, il y avait très peu, voire quasi pas, d'associations qui prenaient position contre la propagande nataliste. Donc oui, je pense qu'elle était très isolée. Et je pense aussi que ce côté légaliste, on parlait tout à l'heure de cette méfiance par rapport à la question du droit et du fait qu'elle l'avait un peu mise de côté. Moi, je pense que c'est aussi la raison pour laquelle elle a été assez dure avec les suffragettes. On a beaucoup commenté ces pages où elle balayait un peu d'un revers de la main la question du mouvement pour le droit de vote et les suffragettes. Mais je pense que c'est aussi lié à ça. C'est-à-dire que pour Beauvoir, il y a vraiment cette conviction que le féminisme ne peut pas passer par la question du droit et ne peut pas passer par des voies légalistes, en quelque sorte. Et ça va être le tournant, du coup, des années 70. Si on remonte un peu dans les années 50-60, je pense qu'il y a aussi une pratique du collectif qui est quotidienne et peut-être plus silencieuse, ou en tout cas parce que je pense par exemple au moment où elle ne cite pas ses contemporaines, où elle les critique publiquement par exemple, elle va avoir une posture de mentor et de marraine littéraire pour aider celles qui ont envie de publier à s'intégrer dans le champ littéraire, à être publiées. Elle va recommander leurs manuscrits aux maisons d'édition. C'est vrai que sur la question de la sororité, si on s'intéresse aux pratiques, on peut trouver aussi pas mal d'éléments qui soutiennent quand même le fait que Beauvoir est consciente de ces questions-là. Donc ça, c'est assez intéressant de voir que ça se joue aussi, même avant les années 70, mais sous une forme très différente. Et je pense aussi au lien qu'elle tisse avec de nombreuses femmes dites ordinaires, qu'elle va soutenir moralement et même parfois financièrement. C'est aussi des pratiques de solidarité. Donc tu as tout à fait raison de dire qu'effectivement, la question des pratiques, elle est à mettre peut-être au premier plan si on veut s'intéresser à la question de la sororité. Je vois que le temps passe, mais deux derniers points. Le premier point, c'est la question qui occupe de nombreuses féministes, notamment celles qui travaillent comme moi avec les épistémologies postcoloniales et queer notamment, c'est comment continuer à mobiliser Beauvoir malgré ses angles morts. Je prends un exemple, tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais tu développeras aussi, notamment à partir des textes des années 70. L'exemple, ce qui lui a été reproché à raison, c'est sa mobilisation de la méthode de l'analogie, c'est-à-dire qu'elle compare le sort, par exemple, des femmes à celui des Afro-Américains, ce qui l'empêche de saisir les expériences des femmes noires, ou encore l'analogie aussi avec l'esclavage qui a été reprise par les féministes occidentales, mais qui invisibilise les violences coloniales et racistes subies par des millions de personnes pendant des siècles, et qui a permis aussi la domination des sociétés occidentales sur les autres sociétés qu'elles jugeaient inférieures.
Le deuxième sexe, il a des angles morts. Simone de Beauvoir, elle a ses propres biais, donc c'est pas un texte antiraciste de fait, hein, même s'il permet quand même d'identifier certaines dynamiques coloniales et racistes. Et pour ça, je renvoie notamment aux travaux de Michael Provost, qui a publié un superbe ouvrage aux presses universitaires de France qui s'appelle L'expérience de l'oppression. Donc elle analyse, et d'ailleurs, elle fait une critique productive aussi de cette méthode de l'analogie. Elle dit oui, il y a des biais, il y a des problèmes, et en même temps, ça lui permet d'ouvrir quelques portes, et en premier lieu en elle-même et dans sa propre méthodologie. Et puis il y a autre chose, c'est oui, il y a des biais, c'est pas un texte antiraciste, mais elle a des engagements antiracistes. Comment on gère là ces tensions, encore une fois, mais surtout pour continuer à mobiliser le deuxième sexe, mais en le prenant au sérieux, c'est-à-dire en le critiquant aussi, ce qui est faire honneur à ce texte-là, et c'est aussi une façon de prendre soin de nos généalogies féministes qui se construisent aussi dans la confrontation. Oui, alors c'est vrai que c'est une question qui revient assez souvent et c'est normal. Et je le vois très bien avec mes étudiants, quand moi j'étudie le texte avec elles plutôt, on voit bien qu'elles sont beaucoup plus sensibles à ces moments où ça décroche, au moment où il n'y a plus d'identification. Moi, il y a cette expression de Meryl Atman que j'aime bien, c'est le choc de la non-reconnaissance. Clairement, on est plus dans cette ère-là, c'est-à-dire on va plutôt mettre en avant ce qui ne nous parle pas plutôt que de mettre en avant ce qui nous parle. Moi, je trouve ça intéressant en fait qu'on soit plus dans la critique aussi, parce que la pensée, elle se construit plutôt avec la critique qu'avec une sorte d'assentiment un peu béat qui n'est pas forcément intéressant. Mais quand même, parce que j'aime bien Beauvoir, peut-être pour reprendre aussi la pensée de Meryl Atman qui a écrit un super article là-dessus, elle dit c'est vrai que Beauvoir, elle n'ouvre pas un espace pour les femmes noires, mais elle ne ferme pas cet espace-là non plus. Je pense qu'on est dans une sorte de truc un peu impensé, quoi. Ce que je pense aussi peut-être intéressant, et je pense que c'est important de le rappeler parce que on a beaucoup qualifié la pensée de Beauvoir de pensée universaliste, justement par opposition à une pensée qui serait plutôt intersectionnelle. Moi, je me méfie un peu de cette étiquette, déjà parce qu'elle n'est pas propre à Beauvoir. Beauvoir, elle ne parlait pas de féminisme universaliste, elle parlait plutôt de féminisme radical. Et le problème de ce que c'est devenu en fait le féminisme universaliste, c'est plutôt d'insister sur ce qui est censé rapprocher les femmes, et beaucoup aussi d'insister sur un des pans de la pensée de Beauvoir qui est la caractéristique de sujet, d'être humain, de liberté, des éléments qui sont effectivement synonymes chez elle. Mais en fait, Beauvoir, quand elle pense la question des femmes, elle la pense vraiment par la notion de situation. Et la notion de situation, c'est une notion qu'elle crée avec Sartre, qui est une notion qui englobe à la fois la question de la liberté du sujet, qu'elle maintient absolument, à mon sens. Et là, il y a des débats aussi dans les exemples un peu limites qu'elle utilise. Il y a une remise en cause ou pas de la liberté. Moi, je suis plutôt dans l'option non. Et de l'autre côté, dans la situation, il y a la question de la facticité. Et la facticité, qu'est-ce que c'est ? C'est tout un ensemble de choses qu'on ne peut pas changer. Le lieu où on est né, la classe sociale dans laquelle on a vécu, la couleur de sa peau, son sexe, évidemment, avec plein de nuances qu'on pourrait avoir, et on pourrait reparler de la question de la possible transphobie de Beauvoir. Mais voilà, il y a tout un tas d'éléments, et Beauvoir, elle les prend véritablement en compte, avec vraiment cette idée qui est propre à la pensée de Beauvoir, qui considère que l'universel, on ne peut l'atteindre que par le singulier. Pour ça, il y a un texte que j'aime beaucoup, qui est un texte de 73, qui est un inédit que Sylvie a retrouvé dans les archives avec une journaliste suisse qui s'appelle Joëlle Kunz. Elle dit, alors il faudrait que je retrouve le passage. Voilà, elle dit ceci: « Il est certain que j'ai écrit une œuvre de femme et qu'elle est marquée par cette caractéristique, comme l'œuvre d'en noir et l'œuvre d'en noir, même si elle essaye d'être universelle. Je n'aurais pas du tout aimé qu'on me dise ça à 30 ans, c'est-à-dire au moment où elle disait effectivement les juifs ça n'existe pas, il n'y a que des êtres humains. Mais à partir du IIe siècle, je l'ai tout à fait bien admis. L'universel, on ne l'atteint jamais que par le singulier, et ma singularité, entre autres, c'est d'être blanche, française et femme. » Et je pense que ça, c'est important de revenir à ce type de propos-là et de faire du supposé universalisme de Beauvoir une sorte de pensée molle, quoi, parce que la pensée de Beauvoir, c'est pas ça. Et puis tu pourrais aussi rappeler la généalogie de cette attribution de l'universalisme à la philosophie de Beauvoir avec Elisabeth Badinter. Et pour moi, c'est le moment en fait où il y a une déradicalisation, c'est-à-dire une dépolitisation de l'œuvre de Beauvoir, à laquelle je pense qu'il faut retravailler, là justement en revenant à ces tensions-là dont on parlait, mais aussi à des questions plus historiques, recréer les liens, les circulations de ces idées-là, les liens d'appropriation, etc. Oui, parce que c'est vrai qu'on a parfois tendance à résumer de manière hyper rapide le féminisme de Beauvoir à un féminisme plutôt théorique dans le deuxième sexe, plutôt pro-révolution socialiste, à un féminisme qui mettrait de côté la question de la lutte des classes. Mais en fait, c'est pas ça. Elle refuse la hiérarchisation de la lutte des classes et de la lutte féministe.
C'est-à-dire que dans les années 70, il y a un slogan italien qu'elle avait lu sur un mur, qu'elle cite dans les entretiens. Elle dit il n'y a pas d'émancipation de la femme sans révolution et il n'y a pas de révolution sans émancipation de la femme. Donc elle les met vraiment sur le même plan et elle le met sur le même plan jusqu'à sa mort, c'est-à-dire jusqu'en 86. Et donc pour Beauvoir, une féministe de droite, ça n'existe pas, puisque il faut avoir une pensée révolutionnaire et elle est assez proche de Bell Hooks à cet égard. C'est de dire en fait, quand on dit les femmes doivent être les égales des hommes, mais en fait égale de quels hommes ? On parle de quoi quand on parle d'égalité ? Pour Beauvoir, l'égalité, elle ne peut pas naître dans une société capitaliste comme la nôtre. Enfin, elle le dit, que tant qu'il reste une égalité sur cette planète, personne n'est libre, les gens ne sont pas égaux. Il faut rappeler cette radicalité-là. Et aussi, je suis tout à fait d'accord avec toi, dans les années 90, dans les débats sur la parité, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il y a à la fois des défenseuses de la parité et des personnes qui sont contre et qui sont toutes en fait un peu dans l'héritage de Beauvoir. Dans les deux camps, en fait, il y a quand même des héritières de Beauvoir, mais c'est effectivement plutôt Badinter qui a remporté la mise et qui a, je suis tout à fait d'accord, dépolitisé et tiré vers la droite la pensée de Beauvoir. Et je pense qu'il est temps de revenir en fait à ces textes, les textes des années 50, 60, 70, 80, pour se rendre compte que la pensée de Beauvoir, elle est beaucoup plus radicale que celle qu'on a transformée au fil des décennies, quoi. Merci beaucoup Esther, je vois le temps passer, ça fait déjà plus d'1 heure, alors on peut peut-être ouvrir aux questions si vous en avez. D'abord, merci de votre exposé, merci d'avoir redonné à Simone de Beauvoir sa radicalité. Et je voulais revenir sur un propos que vous avez eu au début. La Pléiade, normalement, est censée présenter les œuvres complètes. Et j'ai toujours, ainsi qu'un certain nombre de féministes, été très choqués que le deuxième sexe ne fasse pas partie des œuvres complètes ou tout ce qu'on en savait à l'époque de Simone de Beauvoir, parce que c'est quand même, je me suis dit, mais quelle censure il faut pour supprimer le livre le plus radical, enfin celui qui est connu par tout le monde avec cette phrase essentielle, on ne naît pas femme, on le devient, qui a changé une vision complète des femmes, ne fasse pas partie de la Pléiade. Et maintenant, ça en fait partie. En plus, vous nous avez donné envie quand même de lire tout ce qu'on ne connaissait pas de Simone de Beauvoir. On parlait de la Pléiade des mémoires en 2018. C'est une Pléiade qui a été très très bien reçue, qui est faite par Jean-Louis Janel et Eliane Lecarme-Tabone, qui est une Pléiade exceptionnelle, qui s'est très bien vendue, etc. Mais il y a eu quelques critiques, justement, qui disaient mais en fait, Beauvoir, elle rentre dans la Pléiade par ses mémoires et pas par le deuxième sexe. Et c'était plutôt des critiques qui venaient des milieux féministes et puis plutôt d'outre-Atlantique. Parce qu'il y avait cette dimension de, en fait, institutionnaliser Beauvoir par l'écriture de l'intime, c'est rejouer cette assignation constante des femmes à un genre particulier. Moi, je trouve que ça fait sens aussi dans le public qui est le public français de Beauvoir. Enfin, je trouve que ça justifie, et puis ça justifie aussi d'un point de vue de la genèse, comme on disait, elle voulait commencer par écrire sur elle-même, et puis elle a fini par écrire le deuxième sexe. Donc en fait, il y a une sorte de boucle qui se boucle. Oui, et puis les mémoires ont beaucoup compté dans l'appropriation du féminisme beauvoirien. À la sortie des mémoires en 58, il y a une appropriation massivement par les lectrices ordinaires qui relisent ou découvrent par les mémoires le deuxième sexe. Donc en fait, il y a vraiment une co-construction là qui est intéressante. Donc oui, ce que tu dis fait effectivement sens et je ne l'avais pas vu comme ça sur la question de publication en premier. Et alors, quid des romans ? Est-ce que tu en sais plus ? Je pense que c'est un peu au point mort là. Des nouvelles féministes ? La femme rompue, par exemple ? J'ai plutôt l'impression que, parce qu'il n'y a pas forcément de public, je pense que ce n'est pas tout à fait une priorité. Est-ce qu'il y a une autre question ? Mais peut-être aussi, parce que vous avez cité cette phrase qu'on voulait recommenter, en fait, on ne naît pas femme, on le devient, qui est assez typique aussi, je pense, de la réception de Beauvoir. C'est-à-dire que c'est une phrase qui tombe un peu des mains aujourd'hui, parce que ça a été tellement cité, recité, etc. Mais en même temps, c'est une phrase qui est très forte par son ambiguïté. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, on ne naît pas femme, on le devient ? En fait, je pense qu'il y a deux questions. C'est à la fois, est-ce que ce devenir femme, est-ce qu'il est négatif ou il est positif d'un point de vue axiologique ? Et puis, qui construit ce devenir femme ? Est-ce que c'est uniquement la société ou est-ce que les femmes participent elles-mêmes à cette construction-là ? Et en fait, suivant les réponses qu'on donne à ces questions, on va tirer en fait le féminisme de Beauvoir dans plein de directions différentes. Alors justement que je pense que cette ambiguïté, elle est voulue aussi par Beauvoir. Et ça a posé des questions très concrètes au moment de la traduction. Est-ce qu'on become a woman ou est-ce qu'on become woman ? Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est plutôt de le mettre le petit A entre parenthèses, qui a été une des options aussi qu'on retrouve dans pas mal d'articles, mais qui justement qui montre bien l'ambiguïté de cette phrase qui, on en parlait tout à l'heure, a à la fois été utilisé par Butler et par des personnes transphobes, quoi. Donc il y a vraiment ce décalage. Je voudrais juste citer les travaux des copains et des copines parce qu'il est présenté ce matin. On a eu un webinaire sur les possibles interprétations queer de l'œuvre de Simone de Beauvoir et un collègue italien, Lou Pinelli, disait en fait... Ce qui est intéressant avec une lecture queer de cette phrase-là, c'est que Beauvoir montre qu'on ne devient jamais
complètement femme, parce qu'en fait, c'est un devenir qui ne s'arrête jamais en construction. Donc ça, c'était intéressant. Puis il y a aussi Michael Provost qui, elle, poursuit des recherches sur la possibilité de ne pas devenir femme, ou plutôt d'incarner une féminité qu'elle appelle non patriarcale. Donc il y a vraiment des prolongements dans toutes les directions qui sont extrêmement féconds pour la théorie féministe. À propos de cette formule « on ne naît pas femme, on ne devient », elle a détourné une formule d'Erasme, en fait, qui avait écrit « on ne naît pas homme, on le devient ». Et en tant qu'humaniste, il appelait au développement de l'individu par la culture, en fait, la culture de soi. Et donc, finalement, pour les femmes, c'est ce qu'elle reprend, peut-être. C'est en tout cas, vous avez tout à fait raison, hein, c'est vraiment dans cette idée de la culture humaniste, c'est une reprise, et je suis tout à fait d'accord. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu des tas de reprises par après. Et donc, en fait, finalement, Beauvoir ne s'insère que dans une sorte d'histoire des reprises de cette phrase. Tu rappelles d'ailleurs dans ton introduction, que Kate Kirkpatrick rappelle aussi, citant Erasme dans sa biographie. Moi, j'ai envie d'acheter, en effet, maintenant la Pléiade, parce que moi, j'avoue que je suis contemporaine de Simone de Beauvoir, fin des années 70, mais je ne l'ai jamais lu, parce que, justement, c'est ce que vous disiez dans l'introduction, c'est tellement déjà là, ou sinon c'est tellement monumental qu'on s'est dit qu'on ne sera pas là. Et après, on se dit que la réception aujourd'hui, on n'est plus dans ce moment. On a été aussi, il y a eu toutes ces sédimentations, la réception du second sexe par la première génération avec toutes ces images d'archives où elle est sur les plateaux. Et en fait, en vrai, voilà, donc bon, il est vrai, voilà, parce que 68 € aussi. Moi, ça m'intéresse, et ce que vous avez dit aussi sur le fait que moi aussi, ce qui m'a interpellée, c'est ces deux tomes. Je pense qu'aussi, il y a quelque chose dans cette séparation, qui est aussi le sexe. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a une chose de réparation, comme une épistémologie de la suture, qui fait que de les rassembler maintenant par l'objet livre, petit collet carré, je sais pas, comme ça, ça me donne envie. Voilà, il y a un truc qui s'est rassemblé. C'était le bon moment. Bravo. Je suis très très heureuse. Vraiment, et j'aurais aimé avoir cette idée de la séparation pour l'intro, mais je vous la piquerai plus tard. Allez-y, ça circule. Justement, il y a quelques années, j'avais listé un peu comme ça des petites phrases, des remixes, donc j'ai hâte de le lire dans l'intro. Moi, j'avais lu que précédemment, c'était « On ne naît pas chrétien, on le devient », qui précédait même Erasmus, « On ne naît pas homme, on le devient ». Mais par contre, tout ça m'a été déclenché par « On ne naît pas femme », point. Monique Wittig. Elle enlève la deuxième partie. Et il y a même Natacha Chedkouti, qui était ici, qui même dans un article, autour aussi de cette phrase, dit « On n'est pas femme », comme naître. Voilà, donc en fait, ça circule, intersexualité, les gens se citent. Voilà, ça participe aussi dans ce qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi, comment. Ça continue, et en fait, c'est ça. Parce que dans le petit livre d'Éléonore Lapinard, elle dit « Le sujet féministe, et c'est un sujet en crise ». Et donc, finalement, cette phrase, elle est là pas pour donner des réponses, en fait, et pour nous sécuriser, justement, dans dire « Ah oui, c'est ça ». C'est que ça reste toujours ouvert, et bravo d'en parler aussi bien comme vous le faites. Merci pour cet échange vraiment qui est passionnant. Ça fait vraiment trop plaisir. Est-ce que Marine, tu voulais peut-être ajouter une dernière chose ou... Non, Allez, je pense qu'on a fait le tour, on est bien. On a tout abordé. On peut applaudir Esther Demoulin en particulier. Vous venez d'écouter à l'instant Esther Demoulin à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, mardi 28 avril 2026, à l'occasion de la parution du Deuxième sexe de Simone de Beauvoir dans la bibliothèque de la Pléiade aux éditions Gallimard. Réalisation et mise en onde Radio, en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.